Lors de cette journée d'études autour des humanités numériques et des pratiques pédagogiques, je voudrais décrire mes propres pratiques pédagogiques au sein d'un master humanités numériques à l'Université Paul Valéry Montpellier 3, mais aussi au sein d'une licence généraliste en sciences du langage. La lecture de Ganassia et Frontini 2019 permet de situer traitement automatique des langues et humanités numériques. Les auteurs disent des humanités numériques qu'elles évoquent le virage moderniste et informatique des humanités, consécutif à la numérisation massive des contenus. Donc le terme humanité est bien sûr entendu au sens anglo-saxon d'étude des œuvres humaines. C'est vaste. Maintenant, pour vous dire en quelques phrases qui je suis, en tant qu'enseignante-chercheuse, je me situe au carrefour du TAL, de l'analyse du discours et des humanités numériques. Si mon HDR récent est en effet le point culminant de mes recherches, j'ai toujours publié au carrefour des humanités numériques et du TAL, et ce, dès les années 1990, que ce soit dans les revues comme CHUM, Computers and the Humanities à l'époque, plus récemment Digital Scholarship for the Humanities, DSH, et dans les actes de colloque, par exemple Digital Humanities, dès 2006 à la Sorbonne et à Sydney il y a quelques années. Du côté administratif, j'ai dirigé un service commun de notre université qui a impulsé le campus virtuel numérique dès 1999. Et j'ai également été chargée de mission TIS à l'époque et j'ai assuré des formations pour les enseignants-chercheurs dans ce domaine dans les années 90-2000. Je reviendrai sur l'enseignement dans un instant, mais d'abord, dans quel contexte éducatif et sociétal on s'y situe? C'est important pour nos pratiques pédagogiques et mise en place des formations en humanités numériques. Emmanuel Macron a annoncé qu'il ferait interdire les téléphones portables à l'école et au collège s'il était élu président. La loi a été mise en application le 3 août 2018. Pourtant, le Code de l'éducation de 2010 évoquait clairement l'encadrement de l'utilisation des téléphones portables et chaque établissement mettait en vigueur ses propres pratiques. La loi de 2018 était-elle vraiment nécessaire? J'ai quelques doutes. Comme vous le voyez sur la diapositive, nos politiques utilisent constamment la technologie mobile pendant les débats à l'Assemblée nationale. Il y a également indéniablement une pression du public et des parents. Les fabricants de téléphones introduisent de nouvelles fonctionnalités liées au temps d'écran dès 2018, en évoquant entre autres le bien-être numérique. Donc je pense que les opérateurs téléphoniques feraient peut-être dans la démagogie. Une des questions est donc pourquoi incriminer les jeunes qui ne font qu'imiter les comportements de leurs parents? Par ailleurs, préfère-t-on parler d'interdiction, de punition, de sanction, de confiscation ou bien d'innovation? Une amie documentaliste dans un collège m'a récemment fait part du schéma que vous voyez sur la diapositive et elle m'a expliqué l'exemple d'un professeur de dessin qui a utilisé le téléphone pour agrandir une image et en faire un détail pour que les élèves puissent le reproduire. Un des élèves a en fait utilisé ce temps de cours pour envoyer un message sur les réseaux sociaux et le professeur a été sanctionné. Alors, pour revenir à la loi sur le téléphone portable, sur l'interdiction qui a été adoptée en 2018, au mois d'août, je n'ai pas attendu que cette loi soit adoptée pour exprimer mon indignation. J'ai écrit au Monde début juin 2018 et les journalistes étaient plutôt enthousiastes et ont publié ma tribune, le téléphone portable a toute sa place en classe. Et le journal belge La Libre a également publié une version abrégée. Donc avec, comme vous voyez sur la diapositive, correspond à avec votre équipement personnel de communication. C'est le BYOD, Bring Your Own Device en anglais. En raison également de ce sujet brûlant d'actualité, j'ai également été invitée à exprimer mon point de vue à la télévision française en septembre 2018
Et je dois dire que j'apprécie vraiment d'avoir l'occasion de donner notre éclairage en tant que chercheur et linguiste informaticien, puisqu'il est important que nous transmettions nos convictions en nous fondant sur des résultats de recherche réels et que l'on ne se contente pas de suivre les idées reçues du grand public. Les chercheurs doivent vraiment être impliqués dans le débat public si on veut influencer quoi que ce soit au niveau des réformes ministérielles. Alors, quel était l'essentiel de ces articles et de mon apparition dans les médias? L'idée principale est que l'utilisation du téléphone portable devrait être encouragée pour l'autonomisation et l'innovation. Apprenons donc à nos jeunes, avec leurs propres outils de communication, comment structurer leur recherche d'informations, leur création, à interagir avec leurs pairs et à étudier en autonomie guidée d'une manière plus ludique. Prendre des responsabilités pour devenir des acteurs conscients de leur avenir dans une société en mutation numérique constante. D'un côté, on nous dit c'est chouette, il y a la création du CAPES numérique, donc les universités sont concernées au premier chef, mais de l'autre, on ne prépare pas les jeunes, on interdit le téléphone. Il faut changer les mentalités sur cela. À l'ère numérique, le téléphone devrait être plébiscité en éducation. En tant qu'enseignants-chercheurs, nous devons être vigilants et les fruits de notre recherche, encore une fois, doivent être davantage insérés dans les réformes ministérielles. Ma collègue Louise-Amélie Cougnon et moi travaillons depuis longtemps sur le discours numérique médié en France et en Belgique, et nous sommes toutes les deux opposées à l'interdiction du téléphone portable. D'autres chercheurs sont comme nous en désaccord avec l'éventuel caractère nuisible du téléphone portable. Et de nombreux enseignants belges et français témoignent que depuis qu'ils ont commencé à utiliser les smartphones en classe, ils ont moins de problèmes de discipline et le téléphone n'est plus caché sous la table. Il est plutôt posé sur le pupitre comme un outil d'apprentissage potentiel. C'est utopique de mettre en place une telle interdiction de nos jours. Cessons donc de lutter contre les smartphones et utilisons-les pour leurs qualités éducatives potentiellement exceptionnelles. Ils permettent la pluricompétence, pas l'incompétence. Il est donc temps de penser à une utilisation plus intelligente de la technologie en classe plutôt que de l'interdire. Cela permettrait d'ailleurs d'autonomiser les élèves en leur faisant confiance plutôt que de les surprotéger. En résumé, on a du travail à faire au niveau national. On doit convaincre les politiques, on doit intervenir dans le débat public. Et pour la mise en œuvre efficace des humanités numériques dans les pratiques pédagogiques en SHS dans le supérieur, on doit commencer de manière efficace au niveau scolaire. Ma collègue Chantal Charnet a publié récemment l'ouvrage Comment réaliser une formation ou un enseignement numérique à distance. Et parallèlement, Sharples a publié La pédagogie pratique. J'ai mis cette citation sur la diapositive pour défendre l'idée que les pratiques pédagogiques liées aux humanités numériques sont plus importantes que l'outil qui les véhicule. La technologie doit être simple d'utilisation et facile d'accès. Je vous donnerai des exemples dans un instant. Donc, Sharples évoque la personnalisation, la connectivité, la réflexion, l'apprentissage par le contexte, etc. Donc, les termes qu'il utilise sont adaptive teaching, learning through argumentation, context-based learning, etc. Côté enseignement supérieur maintenant. Le master Humanum a été impulsé par Chantal Charnet chez nous à Montpellier en 2004. À l'époque, il s'intitulait Gestion des connaissances, apprentissage et formation ouverte et à distance. Et ce master, donc, qui s'appelait Master ProGAF, est devenu le GEFNUM un peu plus tard, Gestion des connaissances, formation et médiation numérique. Et en 2014, il a été rebaptisé Humanum. Donc, j'enseigne dans le cadre de ce master depuis le début. Et mon expérience de direction précédente pour la transition papier-campus numérique a été très utile. Je précise qu'à l'époque, c'était le seul M2 entièrement à distance en France, et ensuite, c'était le seul master entièrement à distance. Les enseignements étaient organisés en 50-50 par des enseignants-chercheurs et des professionnels,
Et dès 2006, un colloque en Australie, ASCONITE, Australasian Society for Computers and Learning in Tertiary Education, ma collègue Deborah Marsh et moi-même avions réfléchi aux besoins des étudiants et si ceux-ci étaient satisfaits. Il y avait bien sûr des points positifs et négatifs, ce qui nous a permis d'adapter les enseignements les années suivantes. Alors, je dirais que pour améliorer, ce qui est ressorti de notre étude, c'est que les étudiants en M2 avaient besoin de plus de flexibilité, d'une prise en compte de leur situation professionnelle, parce que souvent ce sont des adultes mûrs en reprise d'études, d'une mise en réseau, d'un apprentissage collaboratif aussi, des échanges d'informations et des co-constructions des connaissances qui sont des éléments qui deviennent pertinents dans des contextes professionnels divergents.